Bonjour à chacun. Nous allons étudier la déviation d'un électron au sein d'un champ électrique. Alors vous avez la petite illustration de ce qu'on peut voir en TP à l'aide de la déviation du faisceau par fluorescence sur une plaque. Et effectivement, on observe une déviation type parabolique. Donc ici, j'ai choisi le contexte vers le haut. On a deux axes X et Y assez communément choisis. Donc plutôt Y vers le haut, X vers la droite. Et les deux plaques sont à des tensions différentes, une positive et une négative. Donc déjà, initialement, l'électron étant chargé négativement, il va être attiré par la plaque au-dessus, qu'on appelle souvent P1, puis celle-ci P2. Donc la plaque P1 a été chargée positivement, donc soumise à une haute tension positive. Et de l'autre côté, vous avez une haute tension négative. Donc l'électron va se retrouver propulsé à proximité de la plaque P1. On va mener intégralement l'étude de cette trajectoire. Et initialement, il faut comparer deux forces qui peuvent être en présence, à savoir le poids de l'électron, donc ME fois G, et la force électrique FE, qui est égale à QE. Alors, ces deux expressions sont des expressions vectorielles, et souvent nous sommes amenés à les comparer. Donc, on va écrire évidemment les normes. Donc, pour rappel, la charge petit q là, de l'électron, c'est moins E. E étant la charge élémentaire, on aura besoin de la valeur tout à l'heure. G étant bien sûr le champ de pesanteur. Alors par comparaison, on compare les deux normes. Donc par exemple FE sur P. FE est donc égal à moins E fois grand E. En général, on prend la valeur absolue parce qu'on compare des forces qui sont censées être positives. Donc on va avoir en fait la valeur absolue de moins E, c'est-à-dire E, la valeur absolue de E, voilà, sur E la masse fois petit g. Alors sachez que par définition, un champ électrique s'exprime en volts par mètre et donc correspond au rapport de la haute tension qu'on appelle souvent U ici en volts et la distance entre les plaques P1 et P2. Donc le calcul se ramène simplement à diviser E fois U sur ME G fois D. Alors je vais gagner un peu de temps et vous faire grâce des détails du calcul, faites-le également à la maison. Donc pour petit e, on va prendre 1,60 10-19, c'est la charge élémentaire en coulomb. J'ai choisi comme haute tension 4000 volts pour cet exercice. Et nous allons diviser par la masse d'électrons, qui est une valeur connue à 9,11 10-31, qui vous sera de toute façon toujours donnée, fois 9,81 pour la gravité, fois l'écart entre les plaques. Et ici, j'ai choisi 5 cm, attention à mettre en mètres, pour pouvoir faire la comparaison. Alors, vérifiez votre calcul, j'ai trouvé environ, alors on arrondit à la puissance de 10 la plus proche en général. Ici, il s'agit de 10 puissance 15, et on peut dire qu'entre les deux forces, il y a 15 ordres de grandeur d'écart. Bon, c'est considérable. Donc, on va être amené à négliger clairement le poids dans cette étude, et quand on étudie la loi de Newton, ici la deuxième loi de Newton, on ne va considérer que la force électrique qui agit sur l'électron. Alors, le système défini ici est l'électron, le référentiel terrestre assimilé galiléen, et en termes de bilan des forces, on va simplement se résumer à la force électrique Fe. Donc si nous écrivons ici la deuxième loi de Newton, somme des forces appliquées au système, égale MEA. Voilà, en remplaçant F par Fe, donc masse de l'électron fois l'accélération. Et alors on peut écrire QE, mais je préfère mettre directement la charge comme ça en exergue, donc ça fait moins EE égale MEA. Et vous avez donc un point de départ, comme dans le champ de pesanteur, où vous démarriez avec, en réalité, l'expression vectorielle de l'accélération. Donc voilà pour l'expression vectorielle, et on voit qu'elle dépend évidemment du champ appliqué, comme lorsque vous avez A égale petit g, là vous avez A égale une constante fois le champ qui s'applique ici en l'occurrence. Si on regarde le dessin, on voit qu'on a un champ électrique qu'on n'a pas encore dessiné. Donc le champ électrique ici est toujours dans le sens décroissant des potentiels. Je m'explique, on va aller ici vers du plus au moins et on place le champ où on le souhaite entre les deux plaques en revanche. Donc, si vous le faites en dehors des plaques, ça va être faux. Le champ E n'existe que entre les plaques et il descend les potentiels, donc il va aller du plus au moins. On va avoir l'expression du champ ici. Donc ne le faites surtout pas en dehors des plaques chargées. Ça a lieu à l'intérieur, en tout point, parce que c'est un champ vectoriel. Du coup, on peut vérifier si tout est cohérent dans notre raisonnement. Alors, en l'occurrence, FE égale QE, mais Q ici est négatif. Donc, en fait, normalement, E et FE doivent être
collinaires, mais de sens opposé. Alors, est-ce que c'est cohérent? Eh bien, ici, évidemment, on remarque que si je prends un point quelconque du mouvement et que je dessine FE, a priori, FE suit le mouvement de l'électron, et donc ascendant ici. Et on voit que FE et E, en l'occurrence, sont opposés, ce qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on pensait préalablement. FE égale moins EE, les deux expressions vectorielles sont opposées. De même, lorsqu'on dessine l'accélération en un point quelconque, on voit qu'à cause de moins E, l'accélération est collinaire, mais opposée à E. Donc si par exemple je dessine en un point quelconque autre l'accélération de l'électron, elle est située donc vers le sens de Y et donc opposée à E. Donc voilà, il faut bien maîtriser ce dessin, l'expression de la loi de Newton, l'expression de l'accélération, et après on déroule nos intégrations successives pour atterrir aux lois horaires et équations à trajectoire, ce que l'on va voir tout de suite. Alors, je repars de l'expression de l'accélération. Donc, on avait trouvé ce qui était moins E sur ME fois le champ électrique. Voilà. Et si on veut les composantes de l'accélération, il faut projeter. Alors, on a AX égale, AY égale. Donc, si vous voulez, je peux essayer de réintroduire le schéma que je vous ai présenté. Là, il va être relativement incomplet, mais c'est pour visualiser un petit peu notre sujet. Et si vous regardez, il a déjà été dessiné le champ électrique. On l'a fait donc partant du plus au moins, donc dans cette direction-là. On avait donc le champ électrique. Voilà. Et en fait, si on veut les coordonnées AX et AY, il suffit de projeter grand E. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a la constante qui est devant ici. Elle ne bouge pas, a priori. Voilà. En revanche, il faut projeter E vecteur. Et si vous regardez E vecteur, selon x, il n'y a strictement rien, puisque le vecteur E est perpendiculaire à l'abscisse, donc on écrit 0 ici. Donc AX va être égal à 0. En revanche, le vecteur E est opposé à l'axe des ordonnées Y. Donc là, ici, sa projection va donner moins E. Faites attention, c'est la différence avec le cours. J'avais inversé dans le cours. Là, j'ai changé un tout petit peu. On voit que la projection de E vecteur sur Y, donc en fait, si vous projetez tout ça sur Y, on voit que ça fait moins E. Bilan, les coordonnées de l'accélération sont les suivantes. AX égale 0, il n'y a rien du tout. Et AY, attention, moins E fois moins E, ça fait EE sur ME. Voilà pour les composants de l'accélération. Si vous intégrez, vous allez trouver les composantes de la vitesse, donc Vx de t. L'intégration d'un 0, ça fait une constante K1 qu'on va trouver tout de suite. Et Vy de t, l'intégration, donc là vous laissez la constante, vous rajoutez la variable, donc t, plus une constante d'intégration qu'on appelle ici communément K2. Alors que sont K1 et K2? Ce sont les vitesses Vx et Vy à t égale à 0. Or si vous regardez le dessin ici, on voit qu'en x, il y a V0 déjà. V0 est déjà intégralement sur x. Donc K1, c'est V0 directement. En revanche, est-ce qu'il y a un Vy? Pas du tout. Le vecteur vitesse étant horizontal ici, en composante suivant y, il n'y a rien. Donc en fait, K2 est une constante nulle. Je ne réécris pas Vx, Vy pour un gain de temps. Et après, nous allons atterrir en intégrant encore une fois à ce que l'on appelle les lois horaires, x de t, y de t, qui sont les suivantes. Eh bien, il faut intégrer V0. Donc on va écrire V0t plus une constante K3. Et ensuite, il faut intégrer E sur ME, ça ne bouge pas, qui est une constante. En revanche, il faut intégrer le T qui est ici, et vous savez, cela fait 1 demi de T2. Du coup, on va écrire T2 ici, et le 1 demi, je l'écris souvent, le 2, je le reporte ici au dénominateur, plus K4. Voilà, alors rapidement, que sont K3 et K4? C'est simplement X à T égale à 0, et Y à T égale à 0. Alors si vous regardez où est l'électron à T égale à 0, il est ici. Que valent les deux coordonnées X et Y respectivement? Elles valent 0 et 0. Donc en fait, K3 vaut 0 et K4 vaut 0 également. Donc vous avez ici, je vais entourer rapidement en rouge si vous voulez, ce que l'on appelle les lois horaires. Donc là, il n'y a pas de souci. Ce que l'on appelle également les coordonnées de la vitesse, d'accord, et ce qu'on appelle les composants de l'accélération. Donc là, vous avez vos équations qui sont nécessaires pour toute la suite du problème. On vous demande souvent l'équation à trajectoire, et vous savez, l'équation à trajectoire, c'est ni plus ni moins l'équation
de la courbe en rouge qui est parabolique, à savoir donc, on voudrait bien trouver la fonction y de x. Alors le changement de variable, il est toujours ici, il relie x et t, donc on voit aisément que x égale v0t, donc t égale x sur v0, évidemment, et vous injectez ça dans la loi horaire qui porte sur y. Donc on va avoir non pas y de t, mais y de x, e sur 2me, on essaie de ne rien oublier quand on recopie, et t carré, donc là le piège, faites gaffe, t est au carré, donc ça signifie que x l'est également, on retrouve un polynôme du second degré, et en dessous on peut retrouver le v0 que je mets également au carré. D'accord, donc c'est un peu plus agréable d'écrire comme ça, une constante devant le terme de second ordre x carré. Cette équation-là, y de x, est de la forme mathématique que vous connaissez depuis des années, hein, de la forme ax2 simplement. Il n'y a pas le bx plus c, ce qui signifie que nous avons affaire à un arc de parabole. Il y a une tangente à l'origine, effectivement. La tangente, c'est peu ou prou le v0, si vous voulez, hein, et on a un arc de parabole qui se propage ici vers les y positifs. Donc on a une concavité qui regarde vers le haut. Donc ça veut dire que le terme a de ax2 doit être positif. Donc le terme qui est ici, le a, effectivement, on remarque que c'est positif. Donc tout est cohérent dans notre exemple. Alors je souhaitais rajouter une question que l'on a traitée en classe, à savoir, il y a un point de sortie ici. Donc je connais l'ordonnée. Donc par exemple, là, je place YS. Alors vous essayerez de faire le calcul chez vous, un petit coup de calculatrice. J'ai choisi par exemple le fait que l'électron puisse sortir à 3 cm ici, après avoir parcouru tout le condensateur, toute la plaque si vous voulez. Alors la longueur de la plaque, c'est comme en TP, elle fait 10 cm. D'accord. Donc là, vous vous rendez compte finalement que pour le point S, on connaît son abscisse, c'est-à-dire que si j'écris ici rapidement S, l'abscisse de S, c'est simplement 10 cm, l'électron a parcouru 10 cm, et l'ordonnée, vous avez 3 cm. La question qui est posée, en déduire alors la vitesse initiale des électrons, ou en tout cas de l'électron étudié. Donc si vous regardez un petit peu, je vais ouvrir une troisième page pour traiter cela. On a notre équation de trajectoire, y de x, e sur 2me, et on voit que les coordonnées de sortie sont connues. X est tout à fait connu, on va l'appeler xs, et ys également. Donc je réécris l'équation de trajectoire, on va faire cette simple application. Donc on a e sur 2me v0 carré, x carré. Donc ça c'est notre polynôme, et en sortie, y devient ys, donc 3 cm, et x deviendra évidemment xs, en l'occurrence la longueur des condensateurs. Alors avant de se lancer dans les nombres et la calculatrice, je suggère vivement d'isoler tout de suite le v0 carré, c'est notre inconnu. Donc vous voyez, si on fait un trivial produit en croix, le v0 va monter, le v0 carré, hein, et le ys va descendre. Donc nous allons atterrir à cette expression-là, e sur 2me qui ne bouge pas, ys vient se loger ici à la place de v0 carré, et le xs carré, eh bien lui, il ne va pas bouger parce qu'on le connaît, et voilà. Donc il suffit ensuite de prendre la racine. Alors x carré, on peut le mettre devant, cela devient xs, hein, ça a des petits raffinements de calcul, prenez un peu l'habitude, on ne va pas le laisser sous la racine, c'est un peu dommage. Et vous réécrivez les autres termes intégralement. Voilà, il n'y a plus qu'à remplacer. Alors xs, je ne vous fais pas toute l'expression, mais xs, on sait que c'est 10 cm, attention, mettez en mètres, ce sera beaucoup plus cohérent, sinon vous aurez une erreur. Ys, c'est 3 cm, d'accord. Le champ électrique, il vous suffit de faire U sur D, donc 4000 volts sur la distance interplaque, c'était 5 cm, attention, mettez bien en mètres. La masse de l'électron, je vous l'ai déjà donné, 9 ohm au 10-31. Donc faites pause, si vous voulez, pour la vidéo, et regardez la valeur que j'ai trouvée. Donc à arrondir en fonction des chiffres significatifs. Donc là, je ne mets pas le détail, mais si nous gardons, par exemple, 2 chiffres significatifs, le résultat peut être le suivant. Donc à vous de vérifier chez vous. Donc moi, j'ai trouvé ça en mètres par seconde. Et cela paraît cohérent parce que, je vous rappelle, il faut que ce soit en deçà de la célérité de la lumière dans le vide, qui est une constante universelle mais indépassable dans la physique classique.
équivaut 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, dans votre déviation d'électrons entre les deux plaques, vous ne pouvez pas, ne serait-ce qu'atteindre cette vitesse. Donc, on est forcément en deçà. Donc, par exemple, le 4,8 10 puissance 7 me semble tout à fait cohérent. En gardant, par exemple, deux chiffres significatifs, si vous mettez ici à la place de 5 cm, si vous mettez 5,0, ce doit être cohérent avec le nombre de chiffres significatifs. Voilà pour cet exemple. Revoyez bien cela pour être serein en classe. Refaites bien les petites applications, les petits raisonnements. Il faut que vous développiez absolument votre pratique en physique. Et vous avez remarqué, on utilise les mathématiques, mais seulement comme outil. Donc si vous voulez progresser, faites vraiment les exercices, prenez un crayon de bois, exercez-vous. La pratique, ça sera vraiment à votre aide ultime pour réussir en physique, en tout cas cette année. Bon courage à tous, à très bientôt.